Il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Nous sommes maintenant engagés dans une grande guerre civile, épreuve qui vérifiera si cette nation, ou toute autre nation ainsi conçue, est vouée au même idéal peut longtemps perdurer. Nous sommes réunis sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes venus consacrer une part de cette terre qui deviendra la dernière demeure de tous ceux qui moururent pour que vive cette nation. Il est à la fois juste et digne de le faire. Mais, dans un sens plus large, nous ne pouvons dédier, nous ne pouvons consacrer, nous ne pouvons sanctifier ce sol. Les braves vivants et morts qui se bâtirent ici le consacrèrent bien au-delà de notre faible pouvoir de magnifier ou de minimiser. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles, ni ne s'en souviendra longtemps. Mais jamais il ne pourra oublier ce qui fut accompli ici. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que certains ont si noblement entreprise. C'est à nous de nous consacrer plus encore à la grande cause pour laquelle ils offrirent le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain, à nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon affaire, je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible, juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop cultivés. Nous manquons de tendresse et de gentillesse. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, qui se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Vous n'êtes pas des machines. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur.
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête de nos armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi, infiniment plus que leur nombre. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viennent à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il y a 2000 ans, la plus grande fierté était de dire « Civis Romanum sum », je suis citoyen romain. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté, la plus grande fierté est de dire « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas quel est le grand problème entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin. Certains disent que le communisme est la voie de l'avenir. Qu'ils viennent à Berlin. Et il y en a d'autres qui disent en Europe et ailleurs qu'on peut travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin. Il y en a même quelques-uns qui disent que le communisme est un système néfaste, mais qu'il nous permet de faire des progrès économiques. Là, Sinar Berlin Kommen. Qu'ils viennent à Berlin. Je ne connais aucune ville assiégée depuis 18 ans qui vive toujours avec la vitalité et la force, l'espoir et la détermination de Berlin-Ouest. Même si le mur est la démonstration la plus éclatante et la plus évidente de l'échec du système communiste aux yeux du monde entier, nous n'en tirons aucune satisfaction. Car il s'agit d'une offense non seulement envers l'histoire, mais envers l'humanité, séparant des familles, des maris et leurs femmes, des frères et sœurs, et divisant un peuple qui souhaite être réuni. La liberté est indivisible et les hommes ne sont pas libres tant qu'un seul d'entre eux est réduit en esclavage. Quand tous les hommes seront libres, nous pourrons songer au jour où cette ville sera réunifiée et où ce pays et le grand continent européen vivront dans un monde pacifique et rempli d'espoir. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ».
loi sur l'avortement est-elle vraiment nécessaire? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes. Nul n'ignore que depuis l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse, mais qu'elle n'a été que peu appliquée. En quoi les choses ont-elles donc changé? Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise, je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement des voyages à l'étranger. Alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Mais direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader et ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. En opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce qu'en face de femmes décidées à interrompre leur grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils les rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. De l'expérience d'un désastre humain inouï qui n'a que trop duré, doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. L'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays se déchirer dans un terrible conflit, et lorsque nous l'avons vu rejeté, proscrit et isolé par les peuples du monde. Précisément parce qu'il était devenu la base universelle de l'idéologie et de la pratique pernicieuse du racisme et de l'oppression raciale. Nous, peuple d'Afrique du Sud, sommes comblés que l'humanité nous ait repris en son sein, et que nous qui étions hors la loi il n'y a pas si longtemps, ayons le rare privilège d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre sol. Le temps est venu de panser nos blessures. Le temps est venu de combler les abîmes qui nous séparent. Le temps de construire est arrivé. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains blancs ou noirs pourront marcher la tête haute sans la moindre crainte dans leur cœur, assurer les droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous devons agir ensemble pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Qu'il y ait du travail, du pain, de l'eau et du sel pour tous. Que jamais ce magnifique pays ne revive l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre l'indignité d'être le paria du monde. Jamais le soleil ne se couchera sur une réussite humaine aussi glorieuse.
Citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, nous, socialistes, aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour que le maintien de la paix et de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de nos frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que les battements unanimes de leur cœur écartent l'horrible cauchemar. J'aurais honte de moi-même, citoyen, s'il y avait parmi vous un seul qui puisse croire que je cherche à tourner au profit d'une gloire électorale, si précieuse qu'elle puisse être, le drame des événements. Mais j'ai le droit de vous dire que c'est notre devoir de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce Parti socialiste international qui représente à cette heure, sous l'orage, la seule promesse d'une possibilité de paix ou d'un rétablissement de la paix. Le temps est venu où les gouvernants sont tenus de se considérer comme les exécuteurs de la volonté populaire. Mais l'opinion de Kant sur l'amour inné du peuple pour la paix ne s'est pas vérifiée. Parce qu'elle est la volonté d'une multitude, la volonté populaire n'a pas échappé au danger d'instabilité et au risque d'être détournée par les passions de la voie de la vraie raison, et de manquer du sentiment nécessaire de responsabilité. Un nationalisme de la pire espèce s'est manifesté au cours des deux guerres, et il peut être considéré en ce moment comme le plus grand obstacle à l'entente qui s'ébauche entre les peuples. Ce nationalisme ne peut être repoussé que par la renaissance d'un idéal humanitaire parmi les hommes qui fera que leur appartenance à leur patrie sera naturelle et inspirée par un idéal de bonne aloi. Le nationalisme de mauvaise aloi, lui, sévit aussi dans les pays d'outre-mer, surtout parmi les peuples qui vivaient autrefois sous la tutelle des Blancs et qui ont acquis récemment leur indépendance. Il court le danger que le nationalisme soit leur unique idéal. De ce fait, dans plusieurs régions, la paix, qui régnait jusqu'à présent, est mise en danger. Ces peuples aussi ne pourront surmonter leur nationalisme naïf que par un idéal humanitaire. Mais comment ce changement s'opérera-t-il ? C'est quand l'esprit deviendra puissant en nous et nous ramènera à la civilisation basée sur l'idéal humanitaire. Alors il agira par notre intermédiaire sur ces peuples. Tous les hommes, même les demi-civilisés et les primitifs, sont capables, en tant qu'êtres doués de la faculté de compassion, de développer un esprit humanitaire. Et il est en eux comme une matière inflammable qui attend l'arrivée d'une étincelle pour s'embraser.
Il y a 20 lustres, un grand Américain, dans l'ombre symbolique duquel nous nous tenons aujourd'hui, signait l'acte d'émancipation. 100 ans plus tard, la vie du noir est toujours tristement entravée par les fers de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit sur un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Il croupit, toujours en marge de la société américaine, et se trouve exilé sur ses propres terres. Il serait fatal pour la nation de passer outre l'urgence du moment. Il n'y aurait ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le noir n'obtiendra pas ses droits de citoyen. Je vous le dis, mes amis, quand bien même nous sommes confrontés aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, je fais pourtant un rêve. I have a dream. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes en soi que tous les hommes sont créés égaux. I have a dream. Je fais le rêve qu'un jour, au fin fond de l'Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires puissent donner la main aux petits garçons blancs et aux petites filles blanches, comme des frères et des sœurs. C'est la foi avec laquelle je rentrerai dans le Sud. Avec cette foi, nous parviendrons à transformer les discordes cacophoniques de notre nation en une splendide symphonie de fraternité. Et quand nous laisserons retentir la liberté dans chaque État et dans chaque ville, nous pourrons précipiter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques chanteront ce vieux négro spirituel. Enfin libres! Merci, Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage. Il se trouve que la France aura été l'un des derniers pays, presque le dernier, à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard? Pourquoi les gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre assemblée soit saisie de l'abolition alors que tant d'entre vous réclamaient ce débat? On avait le sentiment que dans ce domaine, il était, là encore, urgent d'attendre. Attendre, après 200 ans, attendre comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devait laisser mûrir avant de le cueillir. Attendre, nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. Le choix qui s'offre à votre conscience est donc clair. Ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer la vie de ceux qui font horreur, démons ou criminels, ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition, où cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, nous la refusons. Parce qu'elle est l'anti-justice, la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
S'il se trouve quelqu'un ici qui doute toujours que l'Amérique est une terre où tout est possible, ce soir il a sa réponse. Cette élection a donné lieu à beaucoup de premières et à beaucoup d'histoires qui seront racontées de génération en génération. Il en est une que j'ai en tête ce soir, celle d'une femme qui a voté à Atlanta. Anne Nixon Cooper a 106 ans. Elle est née seulement une génération après l'esclavage, en un temps où les gens comme elle ne pouvaient pas voter, parce qu'elle était une femme et à cause de la couleur de sa peau. Et ce soir, je pense à tous ceux qu'elle a vus durant ce siècle en Amérique. Le chagrin et l'espoir, le combat et le progrès, à ces moments où l'on nous disait que nous ne pouvions pas, et à ces gens qui ont persévéré, fidèles au credo américain. Yes we can, oui, nous le pouvons. Elle a vu une nation vaincre sa peur avec le New Deal, de nouveaux emplois et un nouveau sens de l'intérêt commun. Yes we can, oui, nous le pouvons. Quand les bombes sont tombées sur Pearl Harbor, elle a été le témoin d'une génération qui s'est élevée à la grandeur et une démocratie a été sauvée. Oui, nous le pouvons, yes we can. Elle était là quand un prédicateur venu d'Atlanta a dit à un peuple « Nous triompherons ». Yes we can, oui, nous le pouvons. Un homme a marché sur la lune. Un mur est tombé à Berlin. Un monde a été connecté par notre propre science et notre imagination. Et cette année, pour cette élection, elle a touché un écran avec son doigt et elle a voté, parce qu'après 106 ans, à travers les meilleurs moments et les heures les plus sombres, elle sait à quel point l'Amérique peut changer. Yes we can, oui, nous le pouvons. Ce n'est pas normal, je ne devrais pas être ici. Je devrais être en classe de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez tous nous demander d'espérer. À nous, les jeunes! Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Depuis plus de 30 ans, la science est parfaitement claire. Comment osez-vous encore regarder ailleurs? Vous venez ici pour me dire que vous faites assez, alors que les politiques et les actions nécessaires sont inexistantes. Vous dites que vous nous entendez et que vous savez que c'est urgent. Mais peu importe que je sois triste ou énervé, je ne veux pas y croire. Car si vous comprenez vraiment la situation tout en continuant d'échouer, c'est que vous êtes mauvais. Et ça, je refuse de le penser. Avec les niveaux d'émissions actuels, le budget CO2 aura entièrement disparu en moins de 8 ans et demi. Aucune solution, aucun plan ne sera présenté pour résoudre ce problème ici. Car ces chiffres dérangent et que vous n'êtes pas assez mature pour dire la vérité. Vous nous laissez tomber. Mais les jeunes commencent à voir votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. Et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir. Nous mettons une limite. Et ici et maintenant, le monde se réveille, le changement arrive. Que cela vous plaise ou non, merci.